Alors, donc on enchaîne notre série de cours sur le développement mobile, plus précisément le développement natif. Nous avons fait la dernière fois une petite introduction. On a parlé des différents types de développement, les développements mobiles natifs et les développements mobiles cross-platform. Nous avons dit que le développement natif, c'est lorsque on veut développer une application pour un système d'exploitation bien précis, que ce soit pour Android ou bien iOS ou bien Windows Phone. Et l'autre type, c'est le cross-platform. Ça veut dire développer une application avec un seul code, mais qui peut être exporté vers différentes plateformes, différents systèmes d'exploitation, Android, iOS ou Windows Phone. Et nous avons dit, donc, la majorité des dispositifs mobiles, ils tournent sur Android. Nous avons dit que c'est à peu près 80%, d'où l'importance d'Android. Il se trouve partout, il est dans plusieurs dispositifs, que ce soit les téléphones portables, que ce soit les tablettes, les voitures, les machines, prochainement pour les maisons, les smart house. Donc, il a une grande importance, d'où l'intérêt d'avoir une certaine base, une certaine compétence de développer en natif. Donc c'est pour cela que nous avons consacré notre cours à Android. Alors, bien sûr, la dernière fois, je vous ai demandé d'installer, de tester. Est-ce que vous avez testé les émulateurs, etc.? Oui, madame. L'émulateur, vous avez connecté vos téléphones. C'est bon. Donc, vous avez tout le matériel pour commencer à développer. Donc voilà, donc on commence par les concepts de base. Donc, une application Android, il est composé d'éléments suivants. Il y a quatre éléments qui sont quatre éléments de base. Il y a l'activité, il y a les services, il y a les récepteurs de diffusion, broadcast receivers, et fournisseurs de contenu, les content providers. Alors, on commence par la première. Une activité, c'est quoi? Une activité, c'est l'élément central de Android. Une activité, tout simplement, c'est un écran. Alors, comme vous le savez, une application, il a plusieurs écrans. Voici l'écran d'accueil. Voici, par exemple, si on prend Facebook, on a le premier écran, c'est pour le login, mot de passe. On clique, on passe à l'accueil. On clique sur les amis, on va aller sur les listes des amis, etc. Donc, activité, c'est quoi? C'est cet écran qu'on regarde dans Android. Donc, c'est ça l'activité. C'est une fenêtre, comme une fenêtre dans le langage, par exemple, des systèmes Windows et Linux, on parle des fenêtres. Ici, pour Android, on parle d'activité. C'est bon? Donc, une activité, c'est primordial parce que tout tourne autour de ces activités, ces enchaînements de ces activités. Une application, c'est quoi? C'est un ensemble d'activités qui sont interconnectées, que ce soit via des données que dans l'utilisateur ou bien des données qui sont transmises entre les activités. On verra ça, comment on fait passer les messages entre les activités dans les séances prochaines. Donc, une activité peut interagir, bien sûr, avec l'utilisateur en lui demandant des données, en saisissant des données, etc. Ou bien, il peut interagir avec d'autres activités ou d'autres services, que ce soit en émettant des intentions. Intention ou l'intent, c'est quoi? C'est le porteur de message entre l'activité, entre plusieurs activités ou bien entre une activité et un service. Donc, on dit intention ou bien intent. On verra ça dans les séances prochaines. Ou bien l'activité, bien sûr, il peut fournir un contenu. Alors, c'est ça, un petit exemple d'activité. Regardez, voici un premier écran. On clique sur passe et on passe à la deuxième activité. Donc, c'est ça l'activité. Une activité, c'est un écran. Alors, bien sûr, pour chaque activité, il y a plusieurs fichiers de base. Il y a 3 fichiers de base pour chaque activité. Il y a le manifeste, il y a
le fichier .java qui porte quoi? Qui porte c'est le code qui contrôle cette activité. Et il y a le fichier qui contrôle le design. Alors, le manifeste, c'est là où l'activité est déclarée, parce que le manifeste, c'est le chef d'orchestre d'une application. C'est lui qui dit quelles sont l'ensemble des activités qui existent dans un projet. Quelles sont les permissions, par exemple, qu'on doit avoir pour cette application, etc. Et pour chaque écran, il y a deux fichiers. Un fichier .java qui contrôle, bien sûr, les règles métiers, etc. Et on a le design. Alors, chaque activité, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le design. Et derrière le design, il y a un traitement. Donc, il vaut mieux regarder ça sur Android Studio. Donc, voici un exemple. Voici une application. Voici notre activité. C'est ça notre activité. Regardez, il y a le dossier manifeste. Donc, déjà, c'est ça la structure d'un projet. Pour créer un projet Android Studio, c'est facile. Il faut faire New Project et suivre les étapes. À un certain temps, il faut choisir soit Java, soit Kotlin, avec quel langage. Bien sûr, Kotlin, c'est la recommandation de Google ces dernières années. Il base principalement sur ce langage-là parce que c'est la tendance. Ils ont créé ce langage-là parce qu'il est recommandé pour les applications mobiles parce qu'il a un syntaxe bien réduit. C'est pas comme le Java. Le Java, il y a beaucoup de code à écrire. Mais pour vous, puisque vous venez d'acquérir cette compétence en Java au premier semestre, donc il vaut mieux continuer en Java. Et à ce moment-là, lorsque vous maîtrisez les concepts de Android, vous pouvez basculer vers Kotlin. Mais pour vous, puisque vous êtes en période d'apprentissage et vous venez de voir ce module-là, ce langage-là, qui est très intéressant, très utilisé, donc il vaut mieux utiliser le Java pour Android. Après, vous pouvez basculer vers le Kotlin. C'est bon? Donc, voici le manifeste d'un projet ou d'une application. Il contient les informations sur l'application, c'est quoi son nom, c'est quoi l'image du lancement, l'image que vous regardez. Par exemple, le Facebook, il a son image, le cercle bleu avec le F. Il y a Instagram, il a sa propre image, etc. Donc, c'est ça le launcher. C'est l'image de l'application. C'est bon? Le nom de l'application et le style de l'application. On verra ça dans les séances prochaines, comment on peut changer le style, etc. Et à ce moment-là, regardez ce code-là. Il nous dit que lorsqu'on lance l'application, voici son activité de démarrage. C'est main activity. On peut appeler ça main activité, on peut appeler accueil, on peut appeler n'importe quel nom. C'est à nous de voir. Mais ce code-là, lorsque cette activité elle est déclarée comme ça et avec une balise intent filter, ça veut dire c'est le point de départ de l'application. Lorsqu'on lance l'application, son écran d'accueil, c'est le code de cette activité. C'est bon? Donc voilà le manifeste. Le manifeste peut contenir autre chose. On verra ça lorsqu'on avance dans le cours. Il contient généralement les permissions. Est-ce que notre application est permise à utiliser le GPS, à utiliser Internet, à passer un appel, etc. L'ensemble des permissions qu'on souhaite avoir, on les place ici, dans le manifeste. Le manifeste, c'est le chef d'orchestre qui rassemble tous les éléments d'une application. Après, il vient le dossier Java. Le dossier Java, il contient le code Java de chaque activité. Ici, on a une seule activité. Donc, voici principalement, il n'y a rien dedans. Donc, on n'a pas rajouté de code. On obtient généralement ce code-là. Donc, toutes les règles qui vont gérer les règles métiers qui vont gérer l'ensemble des interactions avec cette activité-là, ils se font ici. C'est le code Java. Alors, pour chaque activité, qu'est-ce qu'on a dit? Une activité, c'est un écran. C'est un écran qu'on regarde.
Alors, chaque écran, il a un design. Alors, son design, il se trouve où? Il se trouve dans un fichier qui est associé à cette activité-là, mais il se trouve dans les layouts. Donc, le code design de cette activité-là se trouve dans ce fichier-là. Donc, regardez ici, lorsqu'on regarde le design de l'activité, on a deux icônes. Si on clique sur Design, voilà, on regarde l'activité. On regarde les boutons à placer, les champs, etc. Comment on peut modifier, on verra ça dans la suite de la séance. Et lorsqu'on clique sur Texte, voici tout ce qu'on regarde. Voici son code. Il est écrit en XML. C'est bon? Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, le manifeste, il contient le dossier qui est le chef d'orchestre d'un projet, qui fait la liaison entre les différentes activités. Il y a le dossier Java qui contient le code Java des différentes activités. Il y a le dossier ressources. Le dossier ressources, il contient plusieurs dossiers. Ce dossier-là, il contient des images. On peut ajouter aussi des animations. Le layout, il contient quoi? Il contient le code design de chaque activité. Chaque activité, il aura un code design qui va se trouver dans le layout, dans le dossier layout. Ici, on a une seule activité, on a un seul fichier. Si on a plusieurs activités, on aura plusieurs fichiers. On a aussi un MIPMAP dans lequel il y a les images pour différentes densités. Et value, le dossier value, il va contenir les différents fichiers qui contrôlent par exemple les couleurs, tout ce qui concerne les couleurs, le style de l'application. Le fichier string, il va contenir quoi? On verra ça par la suite. Lorsque on a une application, regardez. Donc j'accepte une invitation. C'est bon? Ici, pour le fichier string XML, regardez ici, c'est le nom de l'application. C'est écrit exercice 2. On verra ça dans les séances prochaines. On peut traduire l'application en une autre langue. Par exemple, ici, c'est exercice 2. Si on choisit la version anglaise, ça va être exercise, etc. Donc, c'est là où on fait la traduction de l'application vers une autre langue qu'on va choisir. C'est bon? Donc voilà, donc tout ça. Et pour le Gradle, c'est tout ce qu'il gère. Il gère tout ce qui concerne la compilation. Le Gradle, vous pouvez trouver ce fichier-là, mais généralement, ce fichier-là dans lequel on peut rajouter autre chose. Par exemple, si on peut rajouter une bibliothèque, on va la rajouter ici. C'est bon? Par exemple, vous allez voir quand on arrivera au point de la géolocalisation, pour ajouter une bibliothèque qui concerne cette API de géolocalisation, on va l'ajouter ici. Donc c'est ça le fichier Gradle, le module A. Et il nous donne des informations sur l'application. Par exemple, regardez, ici il nous dit que le SDK visé de cette application, c'est le 29. Et le minimum, ça veut dire cette application, elle peut être installée sur tous les dispositifs qui sont inférieurs à 29. Il arrive jusqu'à, le minimum SDK, c'est 15. Le maximum, c'est 29. Et le minimum, c'est 15. Alors, si on a notre application, elle est conçue pour un SDK 30. Est-ce qu'il pourra fonctionner si on a un système d'exploitation qui est 30, qui est le dernier par exemple, ou bien actuellement Oui, madame. Non, il va pas. Non, le max c'est 29. Le max c'est 29. C'est bon? Parce que si le SDK, parce que ici, j'avais la version dans une application, j'avais
le SDK, c'est 28. Et la 28 n'était pas installée. Il faut la installer pour qu'il fonctionne, pour qu'il sera compilé sur votre Android Studio. D'accord, madame. Il faut l'installer parce que j'ai rencontré ce problème. J'ai importé un projet que j'avais l'année dernière et le SDK, le minimum SDK, le maximum SDK, c'était 28. Et le 28 n'est pas installé. J'ai le 30. Le 30, il est installé, mais le 28, il n'est pas installé. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Je dois installer le SDK version 28 pour que ce projet-là tourne sur Android Studio. C'est bon? Donc, faites attention lorsque vous allez apporter les projets. Faites attention, il va vous donner un message ici. Unknown SDK version. Vous allez le rencontrer ici, là où le curseur. Faites attention. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut aller dans le fichier Gradle et modifier ce chiffre-là. Il faut ajouter un chiffre d'un SDK qui est installé sur votre machine. Donc, faites attention là, vous pouvez rencontrer ce genre de problème. Donc, voilà, donc c'est généralement ça, c'est la structure d'un projet. Donc, voilà, je reviens sur le support. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Pour chaque activité, il est associé à trois fichiers de base. Le manifeste là où il est déclaré, le main activité qui contient son code Java, ça veut dire qui va gérer les règles métiers, et l'activité main.xml, c'est là où se trouve son code design, son interface graphique. C'est bon? Alors, si on veut changer l'interface graphique, on va aller directement sur l'activité main.xml. Donc voilà, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Lorsqu'on a une activité, il y a une balise intent filter. Ça veut dire que cette activité-là, c'est là le point de départ d'une application. Regardez ici combien d'activités se trouvent dans ce manifeste-là. 2. Il y a 2 activités. La première, c'est main2 activité et la deuxième, c'est main activité. Regardez, c'est main activité, c'est là où il y a la balise intent filter. Lorsqu'on trouve ça, ça veut dire que cette activité-là, c'est le point du lancement de l'application. C'est bon? C'est son écran d'accueil. C'est la première écran qu'on va voir lorsqu'on lance cette application. Donc voilà, on a expliqué ces points-là. Alors pour chaque activité, il y a quatre états. Il y a l'état actif. On dit qu'une activité active, c'est une activité qui est lancée par l'utilisateur et s'exécute au premier plan. Elle est en état pause, c'est lorsque l'activité est lancée par l'utilisateur et s'exécute et est visible, mais elle n'est plus au premier plan. Une notification, une autre activité lui a volé le focus et une partie du premier plan. Lorsqu'on navigue par exemple sur n'importe quelle application, une notification vient. Donc l'activité qui était en cours, elle est en mode pause parce qu'une autre notification, il lui a volé le focus. Il n'est plus au premier plan. L'activité, elle est stoppée. Elle est stoppée lorsque il n'est plus au premier plan, il n'est plus visible. Ou bien il est morte lorsque l'activité n'est pas lancée. Alors, ce cycle de vie d'activité, il est détaillé, mais j'en passe. Je le laisserai pour la séance prochaine parce que j'aimerais bien qu'on le fasse avec un exemple de code. C'est bon? Mais le principe, c'est ça. Il faut retenir qu'il y a 4 étapes. Alors, un autre concept, c'est
ce sont les services. Un service, c'est quoi? C'est une opération exécutée en tâche de fond et fonctionne indépendamment de toute activité. C'est bon? Donc, il permet à une application d'indiquer au système d'exploitation qu'il a besoin d'effectuer une opération longue en dehors du cycle normal de l'activité. Par exemple, sur nos téléphones, on peut lancer une application, on peut lancer, par exemple, un lecteur de musique, etc. Ça on l'appelle un service parce que c'est une tâche qui se fait de fond. Ça, c'est un service. On verra lorsqu'on va faire une application, on peut interagir avec une API REST en utilisant un service qui s'exécute en tâche de fond. C'est bon. Donc, c'est ça l'ensemble des services. Par exemple, on prend le lecteur de la musique, on peut le lancer et travailler on peut lancer un lecteur de musique et on peut travailler dans une autre activité, dans une autre application. On peut dire que ce lecteur de la musique est un service parce que il est lancé en tâche de fond. Il n'influence pas notre activité. On verra ça lorsqu'on va avancer au fur et à mesure qu'on avance. Il y a un autre concept, ce sont les fournisseurs de contenu. Alors, les fournisseurs de contenu, c'est quoi? C'est un principe pour Android. Android, il encourage le partage entre les applications. Alors, ces fournisseurs de contenu, ils permettent l'accès aux données. On a des données on a un contenu qui se sont des contacts, on a un agenda, on a des photos, etc. Alors, les fournisseurs de contenu, ils nous permettent d'accéder à ces contenus-là. C'est pour cela qu'ils sont appelés les fournisseurs de contenu. Il y a aussi les récepteurs de diffusion. Les récepteurs de diffusion, ce sont des outils qui permettent de gérer la communication entre le système d'exploitation Android et les applications qui se fait via des intents. Les intents ou bien les intentions, ce sont les porteurs de messages entre les différentes activités. Alors, je vous donnerai un exemple de broadcast receiver, les récepteurs de diffusion ou broadcast receiver. On le verra en détail lorsqu'on va faire les notifications. Parce qu'une notification s'en va à partir d'un serveur. Alors, pour intercepter cette notification, pour recevoir cette notification, ça se fait via les récepteurs de diffusion qui sont les broadcast receivers. C'est la deuxième couche. Avant la dernière d'application dans Android, il y a les Application Framework. C'est là où on trouve l'ensemble des applications, parmi lesquelles, des frameworks, parmi lesquels qui nous permettent de créer des applications. On trouve les récepteurs de diffusion. Alors, pour une notification, pour la capter, imaginez comme si on a pour capter les ondes de la radio. Pour capter les ondes de la radio, il nous faut quoi? Il nous faut une antenne. Cette antenne-là qui capte les ondes de la radio. Et comme ça, on pourra recevoir une chaîne radio. C'est le même principe pour les récepteurs de diffusion. Récepteurs de diffusion, ils permettent de capter, d'intercepter une information. Je donne l'exemple des notifications. Les notifications, ce sont des messages qui s'envoient, par exemple, à partir d'un serveur. Pour l'intercepter, il nous faut un récepteur de diffusion, un broadcast receiver. Pour les recevoir, on va utiliser une classe qui porte le même nom, broadcast receiver. On verra ça en détail lorsqu'on arrivera au point des notifications. Alors, on passe maintenant à la conception de l'interface graphique. C'est un point très important, bien sûr, pour Android. C'est un point que je vous conseille de prêter très attention à ce point-là, parce que, qu'est-ce qu'on avait dit, la chose la plus difficile, non, c'est pas difficile, mais tout ça avec le travail devient facile, c'est l'interface graphique.
Parce que regardez, on a les portables, on a différentes tailles de portables, on a les tablettes, on a les télévisions, etc. Donc notre application, elle doit garder ces dimensions dans chaque dispositif. Ça s'appelle la responsivité. Donc notre application, elle doit être responsive. Alors pour qu'il soit responsive, bien sûr, il faut soigner son interface graphique. Alors, pour soigner l'interface graphique, il nous faut quoi? Il nous faut un conteneur. Parce que l'interface graphique, c'est un ensemble des composants. Des boutons, des images, des web views, agenda, etc. Ce sont des éléments. Où placer ces éléments-là? C'est le gabarit. Le gabarit qui va rassembler ces éléments-là. Le gabarit, là, c'est très important. Ça s'appelle les layouts. Donc, pour concevoir l'interface graphique, on a besoin des composants graphiques à être placés dans un gabarit, dans un layout. Donc, pour construire une interface graphique, c'est bien sûr placer des composants graphiques dans un conteneur. Les interfaces graphiques, bien sûr, pour l'interface graphique, un ensemble de composants qui va être contenu dans un conteneur, qui est un gabarit. Alors, ces composants-là, ils sont tous des objets de la classe view. Donc, au fur et à mesure qu'on fait des codes, vous allez trouver toujours le view. Parce que ces composants-là, ce sont des sous-classes de la classe view. Alors, regardez là. Regardez. Ils sont tous des sous-classes ou bien des classes qui héritent de la classe view. On a les text view, les image view, image button, edit text, button, etc. Ils sont tous des sous-classes ou bien des classes qui héritent de la classe view. C'est pour cela dans le code, vous allez toujours trouver, vous allez vous habituer à view, la classe view et l'objet petit view. C'est bon? Donc voilà, un exemple des composants graphiques. Il y a le text view, il y a les edit text, le bouton, etc. On verra ça. On dit aussi composant graphique ou bien un widget. Un widget, c'est quoi? Un widget, c'est un terme résultant de la contraction des mots Windows et Gadget. Finalement, c'est un composant graphique. Voici un ensemble de différents composants graphiques. Il n'y a pas seulement, c'est juste à titre exhaustif. On peut trouver par exemple les web views. Les web views pour naviguer vers une page. Alors il y a un ensemble de méthodes pour accéder à ces pages-là, pour chercher la page, pour retourner dans l'historique, etc. Ce sont juste des exemples. Il y a par exemple le calendar view, c'est un gadget. Il y a le rating bar. Alors, pour le rating bar, bien sûr, dans le fichier XML qui va contenir le rating bar. Pour modifier les attributs de ce rating bar, on a des attributs. Par exemple, Android2.isIndicator pour indiquer si l'utilisateur peut modifier la valeur ou pas le nombre des étoiles. Ici, on a aussi le nombre des étoiles. Donc, ça, c'est juste à titre indicatif. Donc, on passe maintenant à l'ensemble des layouts. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Il y a un élément central. On a un élément central dans l'interface graphique, ce sont les layouts. Le layout, c'est le conteneur qui va contenir un ensemble des composants. Regardez par exemple dans cette image-là, on a text view qui porte le nom nom. On a un autre text view qui a comme nom prénom. On a deux edit text et on a un bouton. Là. Alors tous ces éléments-là, ce sont des composants graphiques qui sont contenus dans un layout. Alors le layout, c'est un conteneur. C'est bon. Regardez ici, dans cet exemple-là, ce layout-là, il y a plusieurs
plusieurs layouts. Ce layout utilisé ici, c'est un constraint layout. Regarde, et c'est le conteneur, c'est lui qui contient tous ces éléments-là. Alors, il y a différents types de layouts. Il y a le linear layout, ça veut dire relative layout, constraint layout, table layout, frame layout. On verra les différents types de linear layout. On a pour le linear layout, c'est un gabarit, c'est un conteneur. Lorsqu'on choisit ce type-là, alors si on place les éléments, ils vont être regroupés d'une manière linéaire. Alors, si on a choisi que ce layout il est vertical, une fois qu'on place des boutons, ils vont être placés d'une manière verticale. Alors, il vaut mieux qu'on donne un exemple. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Alors, qu'est-ce que vous regardez? C'est une activité. Alors, cette activité-là, elle contient combien de composants graphiques? Il contient plusieurs composants. Oui, c'est 8. Regardez, on a 3 text view et 3 edit text et 2 boutons. Ce sont des composants graphiques. Alors, ces composants-là, on a mis ces composants où? L'activité, c'est ce qu'on regarde. Alors, pour collecter ces ensembles-là, nous l'avons placé dans un layout. C'est bon? Donc, on regarde. Voici l'activité, c'est le design qu'on regarde. On regarde son code. Regarde. Ça, c'est le code design de l'activité. Alors, le layout principal, c'est quoi? C'est le constraint layout. C'est dans ce constraint layout, on a placé les composants graphiques. Pour chaque activité, il y a bien sûr un layout. C'est dans lequel on place les composants graphiques. On peut voir ça autrement. Regardez ici. Les éléments, les composants graphiques. Voici notre activité. Tout ça, c'est une activité, c'est un écran. Et regardez les composants. Voici les 8 composants. Ne prêtez pas attention à ces groupes, etc. C'est juste, je faisais des tests. Regardez les 8 composants. Ils se sont placés où? Ils sont placés dans un layout. Alors, pour chaque activité, il y a un type de layout. Pas seulement un seul layout, mais on peut avoir plusieurs layouts. Layout à l'intérieur de notre layout. On peut placer ça. C'est bon? Je donnerai un exemple. Notre exemple, vous avez...
Alors, regarde. Ici, dans cet exemple-là, on a deux activités. Parce que l'application, elle contient deux écrans. C'est bon? Il contient deux écrans. Je vais la lancer. Donc, voilà. Donc, combien d'écrans on a dans cette application? On a deux écrans. Donc, ça veut dire on a deux activités. On a deux activités. Regardez. Pour chaque activité, regarde, cette activité-là, son code design, il existe ici. Regarde. Alors, regarde. C'est quoi le layout principal de cette activité? C'est le premier, le constraint layout. Est-ce que cette activité contient uniquement un seul layout? Non, il y a le constraint qui est le principal. On peut le modifier, on peut le supprimer et garder uniquement table layout. Mais regardez, à l'intérieur de ce layout qui est le grand, regardez, lorsqu'on clique, regardez la zone qui est sélectionnée en bleu. Regarde, je clique sur celui-là, vous remarquez le bleu, c'est le layout qui cadre tout l'écran. C'est bon. À l'intérieur de ce layout-là, il y a un autre layout qui est de type table. Le constraint layout, c'est un layout avec des contraintes. On verra ça en détail. Je vais vous faire une démonstration. C'est un layout avec des contraintes. On verra ça. Et un autre type de layout, il y a table layout. C'est un tableau. Un tableau, il contient quoi? Il contient des lignes. Donc voilà. Regarde. L'autre layout. Lorsque je clique celui-là, vous remarquez la zone qui devient bleue. C'est là où c'est la limite de notre table layout. C'est bon. À l'intérieur de ce table layout, il y a des lignes. Table row. Lorsque je clique sur celui-là, il m'indique cette ligne. C'est clair? Je clique sur celle-là. Donc, cette ligne-là, il contient quoi? Il contient un autre, regardez, un autre layout. Parce que pour chaque ligne, on a placé un autre layout. Pourquoi on a fait linear layout? Parce qu'on veut placer deux éléments. C'est bon? Donc, on peut combiner plusieurs layouts. Alors, regardez, pour chaque ligne de ce tableau, cette ligne-là, elle contient un autre layout. À l'intérieur de ce layout-là, on a placé deux éléments. Donc, on peut imbriquer un layout vers un autre. C'est bon? Vous allez vous familiariser avec ça parce que parfois, on souhaite avoir un tel affichage. C'est bon? Donc, combien de layouts? Uniquement en une seule activité, combien de layouts on a pour cette activité? Il y a déjà le oui, il y a le layout, le grand. Pour le constraint layout, regardez, il cadre toute l'activité. À l'intérieur, il contient un autre layout. Voilà, c'est un layout de type table. Et pour chaque table, bien sûr, un tableau, on a plusieurs lignes. On sélectionne la première ligne. Cette première ligne, puisqu'on veut placer des éléments d'une manière linéaire, que ce soit verticale ou horizontale, pour chaque ligne, on a dit, on doit avoir un layout, parce qu'on veut placer des éléments. On a choisi un linear layout vertical. Vertical,
Parce qu'on veut placer élément après élément. Parce que voici l'idée texte, regardez. L'idée texte, elle est là. Et le text view, elle est là. Et l'idée texte vient après. Dans la même ligne. C'est clair? Donc, on a imbriqué plusieurs layouts. Donc, c'est pour cela, dans le cours, on a dit qu'il y a plusieurs layouts, différents types de layouts. On a linear layout, relative layout, on a constraint layout, on a table layout et frame layout. Alors, pour le premier type, c'est linear layout. Linear layout, c'est un gabarit qui nous permet de placer les éléments sur une ligne. Sauf, il y a deux types. Si on veut placer les éléments d'une manière verticale ou bien d'une manière horizontale. Regarde. C'est pour cela, pour cette ligne-là, parce que dans cette ligne, regardez, elle est sélectionnée en bleu. Dans cette ligne, on veut placer deux éléments d'une manière verticale. C'est pour cela que nous avons choisi qu'il soit vertical. Alors, si on a choisi que ce linear layout était horizontal, ils vont être placés comment? De côté. On peut tester ça. On regarde le code. On peut changer l'orientation. Regarde. L'orientation, c'est vertical. On la modifie. Horizontal. Alors, regarde. Dans la première ligne, regarde. L'affichage a changé. Au lieu de placer les éléments d'une manière verticale, maintenant, ils sont placés d'une manière linéaire. On peut regarder l'affichage. Vous voyez? Puisque pour chaque ligne, nous avons modifié le layout qui va contenir les composants de cette ligne. Pour la première ligne, l'orientation c'est horizontale et pour la deuxième ligne, l'orientation est verticale. Donc vous voyez l'intérêt des layouts. Alors, je continue sur le diapo et je reviens pour une démonstration. C'est bon? Alors, pour le linear layout, nous avons dit qu'il y a deux types. Il y a celui qui a une orientation verticale, ça veut dire les éléments sont placés d'une manière verticale. Sinon, il y a pour l'orientation horizontale, lorsqu'on souhaite placer les éléments d'une manière horizontale. Alors, pour le relative layout, c'est un layout. Déjà, son nom, ça veut dire quoi? Généralement, chaque technique, il prend le sens de son nom. Le relative layout, il y a la relativité, ça veut dire qu'on place un élément par rapport à un autre. Donc, le relative layout, c'est un gabarit qui permet de placer les composants les uns par rapport aux autres. On peut toujours, bien sûr, placer les éléments enfants par rapport au gabarit parent. Regardez, le layout parent, il est en noir. Il y a un élément enfant. On peut placer cet élément enfant par rapport à une position du parent. C'est pour cela qu'on peut dire que c'est un relative layout. On a un code là. Regardez, le cadre ici en bleu, c'est notre relative layout. C'est layout de toute
l'activité. C'est le layout parent. C'est bon? Alors, à l'intérieur de ce layout-là, on a placé un bouton. Regardez, voici le bouton, il a un ID. On reviendra sur le widget et le height. Regardez l'attribut qui est encadré en rouge. Alors, ce bouton-là, il a un attribut qui est layout center in parent. C'est bon? Ça veut dire que ce bouton-là, il se trouve au centre. Cet attribut, ça veut dire le centre d'une manière horizontale et verticale. C'est le hypercentre de l'écran. C'est pour cela, le bouton, il est placé ici. Donc, nous avons placé le bouton par rapport à la position du layout parent. C'est bon? Regardez un autre exemple. On a notre layout, le gabarit de toute l'activité, à l'intérieur duquel on a placé deux boutons. Il y a le bouton qui porte le nom A et le bouton qui porte le nom B. Alors, regardez les positions de A et B. Alors, le A, nous l'avons placé au centre de l'activité. C'est pour cela qu'on a cet attribut-là qui porte la valeur true. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi? Le bouton B, lui aussi, il est au centre, mais, regardez, mais elle est en dessous de A. Regardez l'attribut. Elle est en dessous, on a précisé, elle est au centre, mais elle est en dessous de A. C'est bon? Donc, c'est ça le concept de relative layout. Il permet en modifiant les attributs, etc., il permet de placer les éléments par rapport aux autres. Le constraint layout, c'est le fameux layout. D'ailleurs, si vous remarquez, n'importe quel projet que vous commencez sur Android Studio, vous trouvez qu'il existe un layout par défaut. Ce layout par défaut qui est le constraint. Alors, le constraint layout, c'est un layout très puissant. C'est difficile de le gérer au début, mais je vous conseille de vous investir dans ce sens-là parce que c'est le layout utilisé par les développeurs officiels de Google, d'Android. C'est vraiment magique. J'ai regardé quelques vidéos, je vous passerai le lien. C'est vraiment extraordinaire. Ça paraît difficile au début, mais après, avec les manipulations, etc., ça devient le layout le plus facile et le plus professionnel. Parce qu'il est facile à manipuler, parce qu'il vous permet de placer les éléments où vous souhaitez, mais selon des contraintes. Déjà, contrainte, ça veut dire toujours, il y a une règle. Pour chaque composant, on doit avoir une contrainte horizontale et verticale. Parce que pour chaque point, il y a des coordonnées. Pour placer un point dans un plan, il faut quoi? Il faut deux informations. Ce sont les coordonnées. C'est le même principe. Et c'est pour cela, Android, il nous offre cette possibilité d'utiliser le constraint layout. Je passe à la définition des autres layers et je reviens à une petite démonstration. Avant de vous donner du temps pour faire l'exercice. Donc, regardez pour cette activité-là, il contient ce bouton-là envoyer. Regardez, le bouton, il se trouve ici, mais il a une marge droite qui est de valeur 100, une marge à gauche qui est de valeur 100, et par rapport à l'élément qui le précède, il y a une marge de 60 dp. Donc, le constraint layout, il nous dit que ce point-là, il se trouve avec des marges suivantes. C'est bon. Ça veut dire qu'il permet de nous donner comment placer les éléments en respectant des contraintes. Le plus magique dans ce layout-là, c'est facile.
il se base sur le principe what you see it is what you get. Là où tu places les choses, en utilisant les contraintes, tu peux garder les choses dans la même place. C'est bon? Donc, je vous conseille donc d'approfondir vos compétences au niveau du Conscient Light. Je vais vous donner deux vidéos des développeurs Google. C'est vraiment magique. C'est vraiment si vous arrivez à ce point-là, parce que le Conscient Layout, il permet de faire des interfaces qui sont complexes d'une manière plus simple et que l'application il va être responsive. Ça veut dire sur n'importe quel dispositif, il garde ses dimensions. C'est bon? Alors, je vais vous montrer une petite démonstration et on continue l'ensemble des différents layouts. Alors, pour le layout, il y a un autre type qui est le table layout. C'est ce que je viens de vous montrer. Ce table layout, c'est un layout de type tableau. Le principe du tableau, c'est que dans chaque tableau, il y a des lignes. C'est bon? C'est le même principe, regardez, pour cette calculatrice-là. Je l'ai codée en utilisant le table layout. Voici le table layout ça va être celui-là. Il contient plusieurs layouts. Regarde. Ici, regardez combien notre table layout. Je peux vous montrer ça. En code. Regarde. Ici, c'est juste, j'ai laissé le layout par défaut. Sinon, on peut le supprimer. Ou bien on fait convert. C'est bon? Convert view. C'est bon? C'est quelqu'un fait? Non? C'est bon. Alors, regardez, on a le layout principal. On peut dire que le layout principal ici, c'est le linear layout. C'est juste qu'il est superposé sur le constraint layout. Le constraint layout, on peut le supprimer. C'est bon? Sinon, on peut le garder. On fait illusion à ce que le linear layout soit le gabarit de notre activité. Alors, regardez linear layout. Ici, j'ai fait un linear layout et pourquoi linear layout? D'une orientation verticale. Dans lequel le linear layout, il contient combien de composants? 2, madame. 2. Le text view, regardez, il prend toute cette partie-là. Et on peut, pour arriver à ce point-là, on peut modifier une certaine le weight pour dire qu'il occupe la moitié de l'écran. Donc, notre layout linéaire et les orientations verticales dans lequel on a placé 2 éléments. Le text view, le voici, et le table layout. C'est bon? Le deuxième composant, c'est le table layout. Regardez le table layout. Voilà. Lorsque je clique sur Table Layout, voici le cadre qui devient sélectionné en 2. Ça veut dire qu'on a ce layout-là. Alors, pour ce Table Layout-là, il contient des lignes. On regarde. Pour chaque ligne, on a
On a un table row. C'est bon? Donc, voici le table. La première ligne, elle contient le bouton 7, 8, 9 et plus. La deuxième ligne, elle contient le bouton 4, 5, 6, moins, etc. C'est bon? Et ainsi de suite. Donc, c'est ça des exemples pour vous montrer qu'on peut imbriquer plusieurs layouts. Donc voilà. Et bien sûr, pour les layouts, il y a des propriétés communes. On a le layout width et le layout height. Alors, le layout width, ça veut dire la largeur. Et le layout height, c'est la hauteur. Alors, pour la layout width, si on fait fill parent, ça veut dire ce composant-là, il doit prendre la largeur du layout parent. Et si on choisit que c'est wrap content, regardez. Alors, je donnerai cet exemple-là. On a le linear layout, dans lequel il contient deux boutons. Regardez. On a placé le premier bouton et le deuxième bouton. Ils sont organisés d'une manière verticale parce que l'orientation du layout, il est vertical. Mais ce n'est pas ça notre point. Notre point, regardez, le bouton, il prend toute la... Qu'est-ce que vous remarquez? Il prend la largeur de tout l'écran. Parce que nous avons indiqué ici, regardez, la largeur, c'est fill parent. Ça veut dire, ce bouton-là, il doit prendre la largeur du conteneur parent qui le contient. Il a pris toute la largeur du conteneur parent, parce que le conteneur parent, c'est le layout de toute l'activité. Par contre, pour la hauteur, qu'est-ce que vous remarquez? Pour la hauteur. Il ne l'a pas pris, madame. Et il est adapté au contenu. C'est pour cela qu'on a mis wrap content. Ça veut dire qu'il doit prendre la hauteur du contenu. Par exemple, si on a modifié le layout height, on a fait fill parent, que va-t-il arriver? Il s'occupe toute la hauteur. Ça veut dire les deux boutons, ils vont occuper toute la place. Ça veut dire, puisqu'ils sont deux, ils vont diviser toute la hauteur du layout parent. C'est bon? Donc, bien sûr, vous allez être familiarisé encore en pratiquant plusieurs exercices. Ici, c'est juste pour... on a parlé que chaque activité, il y a le fichier Java, il y a le fichier du design. Alors, pour mettre le lien entre le fichier design et le Java, bien sûr, on doit les connecter. Alors, pour les connecter, on dit quoi? On dit que cette activité qui s'appelle accueil, voici le nom voici son fichier qui contient le design. Il se trouve où? Il se trouve dans la classe R, dans l'objet layout. La classe R, c'est toute la classe qui va contenir toutes les ressources de l'application. C'est bon? Que ce soit des layouts ou bien des images, etc. C'est bon. Donc, c'est ce code Java-là qui se trouve dans accueil.java qui permet de faire la liaison entre le code Java et le design. Alors, avant de passer à cet exercice-là, je vous donnerai de le faire. Il vaut mieux que je vous montre une petite démonstration sur les constraint layouts. Comment on peut faire cet exercice-là en utilisant les constraint layouts. Alors, il vaut mieux New Project. On choisit un petit activity. Toujours
Apple Keys, etc. Donc, ici, le langage, c'est Java. Le minimum API level, c'est 15, etc. On fait. Regardez, le minimum API, c'est 15. Si on choisit, par exemple, 20, regardez le pourcentage, il devient 94. Alors, si on choisit, par exemple, regarde. Alors, cette application, il sera lisible par les appareils qui utilisent la version de l'API 28, ça veut dire l'Android 9. Et combien d'appareils qui utilisent le système d'exploitation Android 9? Ils sont uniquement 39% des appareils qui sont sur le marché. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours viser un minimum SDK de telle sorte que votre application il peut être déployée sur toutes les versions possibles de Android. Donc, on choisit le 15, comme ça on est à 100%, on fait finish. Alors voilà, donc voilà un projet Hello World. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, ce Hello World, il a des contraintes. Donc, il vaut mieux qu'on supprime celui-là et commencer à zéro. Alors, regardez, voici, on a un bouton ici et un bouton là. On appelle ça bouton 1. Et ça, c'est 2. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Déjà, le layout par défaut, c'est le constraint layout. Alors, déjà, regarde, il vous donne déjà un message d'erreur. Ça veut dire ces views, ils n'ont pas des contraintes. On n'a pas des contraintes. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Pour une contrainte, il faut spécifier une valeur pour... Ce sont des coordonnées pour l'abscisse et
Oui, c'est ça. Donc, sur les deux axes, sur l'axe des X et l'axe des Y, pour le placer dans un point bien précis. Alors, si vous remarquez, si on tourne notre application, qu'est-ce que vous remarquez? Ils sont superposés. Oui? Parce que on a dit que le layout de notre activité, c'est le constraint layout. Le constraint layout, il se base sur le principe qu'il faut donner des valeurs pour la contrainte verticale et horizontale. Ici, on n'a rien fait. Donc, automatiquement, il place tous les éléments au haut à gauche. Sinon, on peut utiliser un outil magique. Déjà pour les contraintes, on peut le faire déjà pour l'affichage. Il vaut mieux utiliser Design plus Blueprint. Comme ça, il vous donnera facilement comment travailler le design. Déjà ici, on peut faire des contraintes en plaçant. Regarde. Voilà, on a fait une contrainte. Ou bien on peut faire. C'est bon? On peut faire une contrainte sur celle-là. C'est bon? On a ajouté des contraintes. On peut utiliser l'outil graphique ou bien on peut utiliser ces éléments-là qui affichent. Regarde. C'est bon? Alors, pour les éléments qui sont ici, c'est juste pour dire est-ce que c'est Wrap Content ou Fill Parent. Lorsque vous allez cliquer sur ces éléments-là, il va soit prendre la largeur du conteneur parent ou bien uniquement le contenu. Alors, je veux juste vous montrer une astuce. Une astuce, c'est que, par exemple, si on veut placer, dans l'exercice, il est demandé de placer TextView, deux TextView. On a deux idées de texte. On choisit une deux. Alors déjà, il y a un outil magique pour le constraint layout.
on peut utiliser cet amont-là pour faire une connexion automatique, ou bien on utilise cet outil qui va inférer des contraintes. Regarde. Il a déjà fait quelques contraintes. Alors, jusqu'à maintenant, on peut utiliser d'autres outils. On peut faire, on veut aligner ça avec ça. Parce que on doit écrire à côté du texte. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le Based Align pour les aligner. Ici, c'est pour supprimer toutes les contraintes. Attendez. Regarde, il s'aligne. Oui? Oui? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Non, madame, ça y est. Donc, on sélectionne les deux, regardez. On sélectionne les deux et on ajoute une contrainte. Align, on dit qu'ils doivent être baseline. Vous voyez? Ils s'alignent. Alors, il faut rajouter autre contrainte de telle sorte que les deux text view doivent s'aligner. Donc, on fait text view. On peut rajouter de telle sorte qu'ils restent regroupés d'une manière alignée. Ces deux-là. C'est bon. Alors, toujours, pour tester ce que vous avez fait, vous allez sur cet onglet-là et vous choisissez les différents dispositifs avec les différentes dimensions. Ici, nous avons, on peut faire, est-ce que ça marche pour le Pixel 5? Est-ce que ça marche pour le 6? Ça ne change pas. On peut tester pour les tablettes. Vous voyez? Il suffit juste de travailler encore sur les contraintes, sur les dimensions. Il faut travailler uniquement sur ces contraintes, comme ça elles restent collectées. Donc, essayez de voir, de tester pour voir est-ce que ça marche pour toutes les dimensions. Alors, pour l'exercice que je vous propose, je l'ai déjà fait. Le voici. J'ai appliqué les mêmes principes. Vous pouvez utiliser cette icône-là qui fait les contraintes d'une manière automatique. Avec cet outil-là qui permet d'ajouter des contraintes intelligentes et utiliser les techniques que je vous ai montrées tout à l'heure. Le regroupement, le base align, comme ça il reste aligné, align d'une manière verticale, etc. Donc vous pouvez sélectionner les éléments et voir est-ce que ça marche pour les différents écrans. Il faut juste ici que je retravaille les boutons. Donc, je vais voir est-ce que ça marche pour les tablettes. Oui, vous voyez?
J'ai appliqué les mêmes techniques que je vous ai montrées tout à l'heure, sauf qu'il reste à travailler sur les boutons. C'est bon? Donc, c'est pour cela je vais vous envoyer deux liens. Comme ça, vous pouvez les voir et essayer de tester de telle sorte. Donc, le conseil que je vous donne toujours, essayez de tester ici les différents écrans possibles. Comme ça, vous voyez, est-ce que votre application ne se déforme pas par rapport au changement des différents pixels des différentes plateformes. Donc, je vous laisse un peu s'entraîner et montrez-moi ce que vous allez faire après. Donc, je vous propose de faire le même exercice là. Je reviens sur tablette 6. Non. Donc voilà, donc c'est ce que vous allez faire. Vous allez réaliser cette interface-là en utilisant différents types de layout. Vous utilisez Table Layout, Linear Layout et Constraint Layout. Et veillez à ce qu'il soit responsive pour les différents écrans. C'est bon?